Bienvenue dans cette seconde vidéo du cours de sociologie de la déviance. Après avoir défini dans la première vidéo les notions de normes et de valeurs, car nous ne pouvons pas aborder le concept de déviance sans présenter ces deux notions, cette seconde vidéo va nous permettre de définir la déviance au travers des travaux d'Howard Baker et d'Erving Goffman. Le cours se terminera par une troisième vidéo dans laquelle nous présenterons en détail les travaux de Michel Foucault et d'Erving Goffman qui ont tous les deux travaillé sur le concept de la déviance sociale. Par opposition à la conformité, la déviance est une transgression d'une norme juridique et sociale. Les personnes déviantes forment une catégorie hétérogène regroupant des individus sanctionnés pour la transgression d'une norme. Ces normes peuvent être juridiques, à l'image des délinquants, mais également sociales, les déviants religieux, sexuels, les alcooliques, les drogués ou les marginaux par exemple. Mais alors, comment peut-on expliquer la déviance? Faut-il y voir un dysfonctionnement de la société ou un effet de la domination d'un groupe sur des individus dont les pratiques sont non conformes? Voici les trois grands points que nous allons aborder dans cette vidéo. Dans un premier temps, nous parlerons de la théorie de la régulation ou de la contradiction sociale. Dans un deuxième temps, nous parlerons de la théorie de l'arbitrage culturel. Et pour finir, nous conclurons sur la sociologie de la déviance. Théorie de la régulation ou de la contradiction sociale. Dans sa théorie de la socialisation, Émile Durkheim distingue l'intégration de la régulation. Pour Émile Durkheim, l'intégration est le processus qui permet à la société d'uniformiser les passions individuelles. Cette intégration sera réussie si tous les membres d'un groupe ont les mêmes idéaux. En ce qui concerne la régulation, il s'agit d'un processus qui permet de modérer les passions afin que les individus n'aient pas des envies incompatibles avec leur place dans la société. Elle suppose l'existence de règles légitimes qui organisent les relations entre les individus et au-delà, entre les groupes socio-professionnels. L'anomie peut avoir pour origine une défaillance de la régulation. L'anomie est un défaut de régulation sociale qui se traduit au niveau macrosociologique par l'absence ou l'influence des normes et au niveau microsociologique par le fait que le comportement d'un individu ne soit plus guidé par des normes. L'anomie peut subvenir lorsque des transformations économiques rapides, à l'image des crises ou des périodes de prospérité, rendent caduques les réglementations antérieures, ou bien lorsque les règles organisant les relations entre les travailleurs et les capitalistes perdent de leur légitimité. C'est le cas par exemple lorsque les travailleurs n'acceptent plus des règles considérées comme injustes car trop favorables aux détenteurs des capitaux. Contradiction de la société. Pour Robert Merton, l'anomie désigne le fait qu'un individu ne puisse pas atteindre les buts fixés par la société en raison de sa place dans la structure sociale. Voyons un exemple. La société américaine du milieu du XXe siècle fixe à chacun le devoir de s'enrichir par des moyens légaux, le travail mais également l'épargne, sans pour autant permettre à tout individu, et tout particulièrement aux travailleurs manuels, d'atteindre cet objectif. Certains peuvent alors être tentés de s'enrichir par des moyens illicites, de s'évader dans la drogue ou l'alcool, de se rebeller, de se retirer de la société de consommation, à l'image des SDF, ou au contraire d'appliquer les règles avec rigueur tout en oubliant leur finalité. Théorie de l'arbitrage culturel. Au cours des années 60, les sociologues interactionnistes de l'école de Chicago ont remis en question l'hypothèse d'unité culturelle des sociétés retenue par les sociologues classiques que sont Émile Durkheim ou Robert Merton. Les sociologues interactionnistes, à l'image de Howard Baker, considèrent, contrairement aux sociologues classiques, que plusieurs systèmes de valeurs et de normes peuvent coexister au sein d'une même société. L'apparente uniformité culturelle s'expliquerait par le fait qu'un groupe a réussi à imposer juridiquement ces normes en les rendant légitimes.
le non-respect des normes comportementales peut provoquer un étiquetage. Selon Howard Baker, s'ouvre alors la possibilité d'un processus d'étiquetage qui commence par la transgression volontaire ou non de la norme dominante par un individu. Celle-ci continue par la désignation publique du déviant, par le biais notamment d'une condamnation par exemple. Elle peut également se poursuivre par l'entrée du condamné dans une carrière déviante dès lors qu'il a intériorisé son nouveau statut social. L'étiquetage est donc un processus interactif qui consiste à accoler publiquement une étiquette, qu'elle soit négative ou positive, à un individu. Selon Howard Baker, un déviant serait celui auquel une étiquette a été appliquée avec succès, et le comportement déviant serait celui auquel la collectivité attache cette étiquette. Il prend comme exemple de ce processus les fumeurs de marijuana qui étaient tolérés aux États-Unis jusqu'à ce que des organisations gouvernementales et des associations n'obtiennent l'interdiction de cette pratique. B. Le non-respect des normes identitaires peut être à l'origine d'une stigmatisation. Erving Goffman, dans son ouvrage Stigmate en 1963, poursuit une démarche voisine de celle d'Howard Baker, en s'intéressant au décalage qui peut exister entre l'identité sociale d'un individu et son identité réelle. L'identité sociale est l'ensemble des caractéristiques attendues d'une personne ayant un certain statut social. Par exemple, la façon de s'exprimer d'un cadre travaillant dans une entreprise. L'identité réelle, elle, est l'ensemble des attributs effectivement possédés par cette personne. Le stigmate, selon Goffman, est en fait un désaccord entre ces deux identités jetant sur l'individu un discrédit. C'est-à-dire que l'identité réelle peut diverger de l'identité sociale. Et certaines caractéristiques de l'identité réelle peuvent fonctionner comme des stigmates et entraîner un discrédit. Ces stigmates peuvent être corporels, avec une taille par exemple insuffisante, un poids qui peut être excessif ou anorexique, un handicap physique. Ils peuvent être également psychologiques, la malhonnêteté débouchant sur des actes délinquants et sur des condamnations. Mais ces stigmates peuvent également être collectifs, une race, une nationalité, une religion, etc., etc. La stigmatisation est donc un processus interactif par lequel un groupe ou des institutions attribuent une identité déviante à un individu qui possède une caractéristique considérée comme dévalorisante. Un déviant est ainsi une personne dont l'identité réelle ne correspond pas à son identité sociale et qui est sanctionné juridiquement ou socialement pour cet écart en se voyant attribuer une identité déviante. Le plus souvent, l'individu en question va tenter d'éviter la stigmatisation et chercher à dissimuler sa ou ses caractéristiques non conformes. La carrière déviante analysée par Howard Baker n'a donc rien d'automatique. Conclusion. Avec ces théories de la déviance, nous sommes passés d'analyses centrées sur la société, à l'image des travaux d'Emile Durkheim ou encore ceux de Robert Merton, à des analyses interactionnistes, plus attentives aux stratégies des individus, avec les ouvrages de Howard Baker et d'Erving Goffman. Cette critique de la sociologie classique, faite par les sociologues de l'école de Chicago, ouvre la voie à la sociologie du sujet, qui prendra des formes diverses. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Dans la dernière vidéo du cours de sociologie de la déviance, nous présenterons les travaux de Michel Foucault et d'Erving Goffman qui ont tous les deux travaillé sur le concept de la déviance sociale.